bienvenue dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Christine Vialas, diplômée en 1981 à l'NC Cube. Après avoir été diplômée de l'école, Christine a poursuivi ses études et a fait un doctorat en automatique et traitement du signal à l'INPG. Elle a ensuite intégré le groupe EDF et a quitté ses fonctions en mars 2023 après 37 ans de carrière. Elle travaille aujourd'hui comme consultante pour le groupe Mazars ainsi que sur des dossiers de la Commission européenne Fonds Innovation. Bonne écoute! Bonjour Christine. Bonjour Célia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast et merci d'avoir pris le temps de participer avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de votre beau parcours et de votre belle carrière à Grenoble INP NC Cube depuis que vous avez obtenu votre diplôme et c'était en 1981. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. En 1981 et une intégration en 1978 à l'NC Cube. Donc une arrivée par le beau soleil d'été indien. Avant de commencer, on a une petite tradition, c'est qu'on aime bien que nos invités se présentent, mais sans parler du côté pro, plutôt du côté perso. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous, Christine? Écoutez, déjà, j'ai eu 3 enfants. Oui. Donc ça, c'est quand même important. Une vie de famille assez dense, et que ça a été une grande joie pour moi. Que aussi, quand je suis rentrée à l'NC Cube, j'étais une passionnée, et je suis toujours d'ailleurs une passionnée de littérature et de musique classique et d'opéra. C'est quelque chose qui m'occupait beaucoup, qui était très important pour moi. Et la confrontation en matière très technique de l'NC Cube, pour une personne qui était plutôt, je ne sais pas si on peut dire ça maintenant, mais romanesque, c'était quelque chose d'assez amusant et challengeant et intéressant parce que voilà, on faisait tourner des gros alternateurs. Mais j'aime beaucoup la nature, j'ai beaucoup aimé à Grenoble aussi, l'environnement. Ah oui. Vous habitez où maintenant? Vous êtes où? Dans quelle région? En région parisienne. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui, je joue du piano et je chante des rôles d'opéra. Eh bien bravo, merci pour ça. Donc on va revenir maintenant sur votre parcours professionnel en commençant par vos études, bien sûr. On l'a évoqué précédemment, vous avez été diplômé en 1980 et vous nous l'avez dit, vous êtes entré à l'école en 1978. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous a mené à l'NC Cube, qui d'ailleurs ne s'appelait pas l'NC Cube à l'époque. Non, ça s'appelait l'École nationale supérieure d'électricité et de génie physique. D'accord. Le NSEGP, je crois. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené dans cette école? Le hasard des concours, un petit peu, la localisation de Grenoble, qui était très, très à la mode, et puis le choix de la discipline. Alors, je ne savais pas très bien ce que c'était que l'électrotechnique, mais j'aimais bien l'électricité, la physique. Je me suis dit que c'était une école qui permettait de faire ça, et voilà, c'est pour ça que j'y suis rentrée. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé, parce que vous disiez que vous vous destiniez à être professeur de mathématiques, comment s'est fait le changement? Je me suis dit que j'allais essayer, que c'était quand même une belle opportunité, que dans ma famille, toutes les femmes étaient professeurs de sciences ou de lettres ou de mathématiques, et que voilà, c'était peut-être une possibilité qu'il fallait explorer, et c'est pour ça que je l'ai fait, avec l'idée quand même de rejoindre l'enseignement à un moment ou à un autre, et par exemple de le rejoindre au travers d'une thèse et d'un poste à l'université. Mais finalement, j'ai eu cette possibilité-là, j'ai passé ma thèse et j'ai eu la possibilité d'intégrer l'université. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être à nouveau tenter ma chance dans l'industrie et rejoindre l'industrie, voir ce que ça donnait, et puis je pourrais toujours avoir le bénéfice des diplômes d'enseignement. Et vous n'y êtes pas retourné dans l'enseignement? Non, j'ai enseigné tout au long de ma carrière, j'ai enseigné par exemple à la Sorbonne pendant plusieurs années, mais c'était en plus de mon travail. Voilà, j'aime bien le contact avec les étudiants, mais j'ai bien aimé finalement l'atmosphère et aussi les missions qu'on nous confiait dans l'industrie. Voilà. C'est bien de trouver l'équilibre
équilibre comme ça. Moi, je voulais revenir aussi sur votre parcours au sein de l'école. Quelle filière? Est-ce que vous aviez été déjà engagé dans des associations à cette époque? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Je sais qu'en ce moment, à l'ENSECUB, c'est aussi une force de cette école. Il y a beaucoup d'associations. C'est une école qui est très dynamique. Comment c'était à l'époque? C'était assez dynamique quand même. Presque tout de suite, j'ai été interpellée par des membres de ce qui s'appelait à l'époque le Cercle des élèves. Je ne sais pas si ça a changé de nom. Non, et je crois qui pas. me demandaient de participer. Alors, j'avais pris la responsabilité de tout ce qui était animation culturelle et relations avec la Maison de la Culture. Et puis aussi ce qu'on appelait à l'époque la junior entreprise. D'accord. C'était le début des junior entreprises. Ça marchotait, on n'avait pas énormément de missions. Mais c'était quand même intéressant d'essayer de créer un lien avec les industriels locaux et d'essayer d'avoir des missions. Voilà, c'était quelque chose qui me motivait. Eh ben c'est parfait. Donc, comme vous nous l'avez dit, après vos 3 années d'études à l'école, vous avez poursuivi en doctorat et vous avez réalisé votre post-doc au MIT sur la modélisation et le contrôle des processus biotechniques. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, biotechnologique même. Biotechnologique. J'avais envie de me diversifier, donc j'avais fait la spécialité automatique et traitement du signal. Et il se trouve qu'un des professeurs était directeur de recherche dans le domaine de la biotechnologie. Donc c'était le début des biotechnologies dans le monde et en France en particulier, avec le développement de fermenteurs à des niveaux industriels pour traiter par exemple les déchets laitiers, ou pour la dépollution des eaux, ou pour beaucoup d'applications. Donc ma thèse portait sur la modélisation, la représentation d'un processus qui visait à dépolluer les effluents d'usines laitières, effluents qu'on rejetait à l'époque dans les rivières, et les traiter avec des processus biotechnologiques. D'accord, très bien. Et au MIT, j'ai fait de la séparation de protéines, optimisation de colonnes à chromatographie qui permettent de séparer des protéines qui sont des éléments très coûteux dans l'industrie agroalimentaire. Quel regard vous avez sur ce parcours-là, sur tout ce que vous avez fait? C'était une expérience très excitante, très intéressante, où on avait beaucoup d'autonomie, il fallait parler avec pas mal de gens, sortir un petit peu de ces livres, ce qui à l'époque n'était pas facile, on n'était pas vraiment préparé à aller vers les gens et à leur poser des questions, donc ça a été très intéressant. Et puis l'arrivée au MIT, ça a été la grande autonomie, c'est-à-dire que le professeur m'a très bien accueilli, il était très gentil, il m'avait donné une bourse. Voilà, j'étais très bien accueillie, mais il fallait se débrouiller, aller à la rencontre d'autres chercheurs dans d'autres labos, faire des alliances sur des sujets, essayer de produire des articles. C'était vraiment passionnant, avec évidemment la rencontre de gens très très intéressants et motivés par leur domaine de recherche. Et j'aimerais revenir sur un sujet dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'être une femme à cette époque, dans cet univers-là. On peut parler aussi de votre carrière. Je pense qu'on va en parler quand on va parler de votre carrière chez EDF, là, pendant 30 ans. Dans les années 80, c'est quoi d'être une femme ingénieure? C'est assez rare, nous sommes minoritaires, alors assez bien accueillis quand même, mais parfois un peu moqués, alors peut-être gentiment, mais quand même assez bien accueillis. Mais nous avions quand même conscience que ça allait être difficile, que les industriels ne nous attendaient pas avec les bras grands ouverts et qu'il faudrait s'expliquer, être assez déterminé pour arriver à faire son chemin dans l'industrie. Avec quelques amis, nous étions allés à la rencontre, nous étions allés à la rencontre de femmes qui avaient fait notre école avec ses différents noms. Et nous avions rencontré une femme qui était la 20e admise dans l'école. Donc elle était rentrée à l'école après la guerre, car son mari était mort pendant la guerre et qu'elle avait le niveau de mathématiques et de physique pour rentrer et qu'elle avait besoin de gagner sa vie. Donc elle est rentrée à l'école. Il y avait cette possibilité pour les veuves de guerre. Donc elle était la 20e admise et elle a fait toute sa carrière en baissant les yeux. Il fallait qu'elle soit très neutre et elle a travaillé en bureau d'études toute sa carrière avec la satisfaction de gagner très convenablement sa vie, mais aussi l'impossibilité d'avoir une évolution, de faire plus, de faire plus que ce qu'elle faisait au début.
C'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, même s'il y a encore des barrières. Les choses ont vraiment changé depuis l'entrée de cette dame à l'école et la situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes parmi les pionnières de ce monde-là ? Oui, certainement. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez être un rôle modèle pour toutes ces jeunes filles qui souhaitent embrasser des carrières scientifiques. Oui, je pense que c'est vraiment dommage que les jeunes femmes ne veuillent pas rentrer dans le domaine scientifique. Je dirais qu'aujourd'hui, elles reçoivent des encouragements très importants et que les directions de ressources humaines et même les dirigeants des groupes sont sensibilisés à ces questions et font de réels efforts, ça reste de réels efforts, pour intégrer les femmes et leur permettre d'avoir un développement de carrière à la hauteur de ce qu'elles sont capables de faire ou à la hauteur de leurs espérances, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'avoir un réel développement de carrière. Ça, c'était quelque chose de plus difficile dans les années 80-90. Déjà, le partage des tâches était différent à la maison. On avait un retour en miroir de nos chefs qui étaient toujours un petit peu étonnés quand nous souhaitions avancer. Et je pense que ça a quand même changé. Et bien justement, on va parler de votre carrière, des 30 ans que vous avez passé chez EDF. Vous avez quand même une belle évolution au sein de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis rentrée dans le groupe EDF en 86 à la direction des études et recherches, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je suis rentrée dans des équipes très, très sympathiques pour faire de la modélisation à nouveau et de l'optimisation du placement de la production en fonction de la demande des consommateurs et des aléas. Donc c'était des sujets très intéressants. J'ai toujours voulu, même si je n'aspirais pas à avoir des responsabilités managériales au démarrage, parce que je pensais que ce n'était pas possible, j'ai toujours voulu avoir un très bon niveau de recherche. Et cette ambition, je pense que je l'avais développée en étant au MIT ou en R&D au labo d'automatique de Grenoble, d'avoir un niveau de reconnaissance qui soit important et d'aller chercher la reconnaissance à l'international en publiant des articles de sorte que la reconnaissance des travaux soit incontestable et mesurable. Donc ça, j'ai toujours pensé que c'était important. Je n'ai pas pris de responsabilité hiérarchique avant 98, c'est la première fois que j'ai dirigé une équipe de recherche et je dois dire qu'à l'époque je n'osais pas le demander, je pensais que c'était impossible. Et puis finalement, en 98, le service études de réseau dans lequel j'étais, et qui avait 30 managers, a décidé de passer le pas. 30 managers masculins a décidé de passer le pas et de nommer quelques femmes. D'accord. Mais c'est ça, le début des années 2000. C'est un gros changement. Ensuite, je me suis développée en R&D. Je suis devenue chef de département, donc un département de 750 personnes. J'ai développé des initiatives sur l'apparition des marchés de l'énergie, donc comment modéliser ces marchés de l'énergie, comment faire avec et optimiser la situation pour le groupe EDF. Vous me parlez d'énergie. Est-ce qu'il y avait déjà une dimension responsable et développement durable ? À partir de quand est-ce qu'on a vu arriver ça dans les projets ? Non, ça ne s'appelait pas comme ça. À l'époque, on travaillait en R&D sur le photovoltaïque, sur les éoliennes, sur leur raccordement au réseau, donc des sujets très techniques avec bien sûr l'ambition de contribuer au développement durable. Mais il n'y avait pas d'identification à proprement parler de ces responsabilités. C'est arrivé quand ? C'est arrivé beaucoup plus tard. Je dirais que ça a dû arriver dans les années 2010-2015. Là, on voit apparaître des rapports sur le développement durable, peut-être avant, mais je ne pense pas que ce soit avant. D'accord. Et donc, en 2015, c'est à ce moment-là que vous passez directrice des investissements du groupe EDF, parce qu'entre 98 et 2015, vous avez continué à évoluer au sein de ce groupe. Ça consistait en quoi ? Le groupe EDF investit environ 20 milliards par an dans des projets qui sont des projets de maintenance. Donc, par exemple, le grand carénage du parc nucléaire, de l'ancien parc nucléaire. Ça représente environ 5 milliards par an. Mais aussi dans des projets de nouveaux sites de production en France et à l'international. Donc ça, c'est moins connu, mais EDF possède un énorme parc de moyens renouvelables en France, en Europe, mais surtout à l'étranger.
et aux États-Unis notamment, où nous avons à peu près 5%, 5 à 7% du parc installé en renouvelable aux États-Unis. C'est pas rien. Investissement dans le renouvelable, investissement dans des moyens conventionnels. Quand le renouvelable, c'est important, mais il faut aussi des moyens qui puissent tourner tout le temps. Donc, investissement dans des centrales à gaz et investissement dans des centrales hydrauliques, dont une s'appelle Nartigal et qui a été installée au Cameroun, qui vient juste de terminer. Donc des centrales un peu partout, avec l'objectif pour, par exemple, les centrales au Cameroun, de travailler avec des instituts comme la Banque mondiale et de contribuer à la réduction de la pauvreté, tout en ayant l'œil, bien sûr, moi en tant que directrice d'investissement, j'avais l'œil fixé sur la rentabilité des investissements, des opérations, bien sûr. Des opérations, de sorte que EDF ne se retrouve pas dans le rouge à cause de ces investissements. D'accord. Dernier sujet d'investissement, le nouveau parc nucléaire sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années pour savoir comment financer ce nouveau parc, puisqu'on parle des 6 réacteurs dont vous avez dû entendre parler dans les journaux et des 14 que le président Macron a annoncé dans son discours de Colmar. Donc ça, c'est évidemment très onéreux et les temps de construction sont très longs. Donc le financement par des acteurs privés est complexe et ça a conduit à la restructuration du groupe que nous avons vécu dans la dernière année. D'accord. Et là, aujourd'hui, que faites-vous? Vous êtes toujours là-dedans? Non. J'ai travaillé jusqu'en août 2023 pour le groupe EDF et j'ai décidé d'arrêter. J'avais 65 ans pour me livrer à des projets personnels de concerts, par exemple, de concerts d'opéra, tout en travaillant un petit peu de façon plus ponctuelle, en étant consultante. Et j'ai un contrat avec le groupe Mazars qui me demande d'intervenir ponctuellement sur tel ou tel projet. Et notamment sur le sujet de l'hydrogène. Oui, on va peut-être en parler de l'hydrogène en tout cas. C'est formidable, bravo, parce que c'est vraiment une super belle carrière avec une belle évolution. Et puis oui, 65 ans, une retraite peut-être bien méritée, je pense, et bien occupée surtout. Oui, bien occupée, oui. On peut parler justement des nouveaux moyens de production de l'énergie, le nucléaire, l'hydraulique, l'hydrogène. Peut-être un petit zoom sur l'hydrogène, puisque les dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur l'hydrogène avec la filiale Dynamics du groupe EDF pour lancer de nouveaux projets. Donc l'hydrogène pour la mobilité, avec des stations de recharge pour les bus et les flottes de bennes à ordures, par exemple, dans différentes communes. Donc EDF a remporté plusieurs projets, mais EDF n'est pas seul à avoir gagné des projets en France. Également, création de gros réacteurs, de gros électrolyseurs pour faire de l'hydrogène bas carbone, pour servir les besoins des cimentiers ou les besoins des raffineries qui ont besoin d'hydrogène, qui utilisaient de l'hydrogène gris jusqu'à présent, donc de l'hydrogène obtenus par craquage du méthane et qui sont très intéressés pour avoir avoir de l'hydrogène vert qui est produit sans fabrication de CO2. Il y a d'énormes projets. Je travaille également pour la Commission européenne. Il m'arrive d'expertiser des projets d'hydrogène, à base d'hydrogène, pour voir s'ils peuvent ou non obtenir des subventions de la Commission, et s'ils sont suffisamment intéressants ou aboutis pour obtenir ces subventions. Effectivement, vous avez été experte financière à la Commission européenne en 2020-2021, c'est bien ça. Même encore récemment. Même encore maintenant. Même encore maintenant. Effectivement, bien occupée, comme on le disait. Je vais avoir une dernière question pour faire un retour global sur votre carrière. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et des obstacles et comment est-ce que vous les avez dépassés? Oui, on rencontre toujours des difficultés dans une carrière, c'est normal, mais je pense qu'il faut être confiant et déterminé. Bien sûr qu'il faut aussi tenir compte de ses propres possibilités, mais avoir confiance en soi, chercher des appuis auprès d'amis ou collègues
qui peuvent vous coacher, parce que parfois on s'embourbe tout seul dans les ennuis, où on se met tout seul dans des blocages. Donc essayer de faire la part des choses, essayer de prendre du recul quand on est dans une situation de blocage, pour comprendre quels leviers on peut soi-même activer, quels sont les leviers externes, notre environnement, comment faire bouger les choses pour aboutir ou modifier légèrement son objectif pour obtenir quelque chose d'aussi intéressant. Voilà, ça, je pense que c'est important de ne pas rester seul, de ne jamais s'enliser dans une situation de conflit ou de blocage seul. Et je pense que ça répond aussi à ma question suivante, qui était quels conseils vous donneriez aux étudiants et aux étudiantes qui sont actuellement à l'école. Mais je pense que finalement, votre réponse là est un bon conseil à donner, de ne pas rester seul et de travailler en groupe et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide si besoin. Oui, certainement. Je pense qu'il faut vraiment être confiant, et il faut aussi se dire que parfois on prend le risque de faire quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et ça va être très surprenant et très intéressant. Donc il faut aussi avoir confiance dans le fait que les changements peuvent nous apporter quelque chose de positif. Il faut rester très positif. Je pense que absolument. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose en fait. On se réoriente. Voilà. Il faut savoir aussi rebondir. Ouais, je suis d'accord avec vous. J'ai une toute dernière question signature de cette saison. Si vous deviez nous raconter un souvenir de l'école, peut-être le meilleur, lequel ce serait? Enfin, pour moi, l'école, ça a été un ensemble merveilleux. J'ai adoré cette école. J'ai trouvé une liberté et beaucoup d'amis dans cette école qui était vraiment aussi bien dans les étudiants que dans les professeurs. Et ça a été vraiment important pour moi. Alors, vous donnez un moment particulier, peut-être, quand je suis arrivée sur ce site qui me paraissait incroyablement moderne par rapport aux universités parisiennes, qui me croyaient incroyablement beau. Enfin, je sais que l'école a été refaite depuis, mais pour l'époque, c'était très, très, très moderne, et on avait l'impression d'être extrêmement gâtés en entrant dans ces écoles qui avaient autant de moyens, autant de professeurs et autant d'attention pour leurs élèves. Donc, voilà, je ne peux pas vous donner un moment précis, mais... Non, mais c'est bien, sur un ressenti général, oui, et puis c'est un bon souvenir. Merci infiniment, Christine, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est une grande source de motivation. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour le début de votre nouvelle carrière, parce que c'est tout nouveau, votre arrêt chez EDF et puis tout ce qui démarre là. Merci encore de vous être rendu disponible, et à très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Bonne journée. À vous aussi. Merci d'avoir écouté le Cubecast, et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt!